Bonjour à tous. On attend peut-être 2 petites minutes que tout le monde se connecte. On voit les connectés qui augmentent. Bon, je pense qu'on va pouvoir commencer. Du coup, bonjour à tous. Jean Antoniolo du CHU de Limoges. On est très content avec Sophie Benz du CHU de Montpellier d'accueillir dans ce webinaire du groupe recherche paramédicale du GIRCISO 3 infirmières en pratique avancée de Poitiers, Nîmes et Limoges pour nous parler des projets de recherche qu'elles portent ou des études qu'elles ont conduites. Merci à toutes les trois, merci à tous les participants parce que vous êtes nombreux. C'est super, ça témoigne de l'intérêt pour la pratique avancée qui est grandissant, qui se développe et c'est vraiment chouette de pouvoir mettre à l'honneur tous ces projets. Du coup, pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude des webinaires, vous avez l'onglet dans le panneau de configuration questions dans lequel vous pouvez poser des questions et on relaiera les questions aux porteuses de projet. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais passer la parole à Sophie qui va nous replacer un petit peu le contexte de la recherche dans la pratique avancée infirmière. Oui, merci. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Donc, juste en préambule, quelques petits mots relatifs à la place de la recherche dans l'enseignement des pratiques avancées qui ont un grade master. Et juste pour rappel, l'arrêté du 18 juillet 2018 relatif au régime des études en vue du diplôme d'état infirmier en pratique avancée est donc récent et contient tout un tas d'items relatifs à la recherche. Et la recherche a une place relativement importante. Et c'est pour ça qu'à l'issue de la formation, en général, on a des personnes, des infirmiers dont la recherche est inscrite dans l'exercice et qui sont équipés ou outillés pour pouvoir conduire des projets. Donc, ça figure à la fois la recherche, on la voit en filigrane dans le référentiel d'activité, puisque dans l'alinéa 5, mise en œuvre d'actions d'évaluation et d'amélioration des pratiques professionnelles, on voit la promotion de pratiques professionnelles fondées sur les données probantes. Donc, l'histoire des données probantes, c'est quand même, il y a un lien assez direct avec la recherche et la rédaction de référentiels de bonnes pratiques et contribution à la production de données probantes. Donc, vraiment, on est dans le sujet. Et par rapport au référentiel de compétences, on a l'alinéa 6, rechercher, analyser et produire des données professionnelles et scientifiques avec tout un tas de compétences à acquérir, conduire une recherche documentaire et biblio, analyser, synthétiser des documents professionnels et scientifiques, identifier les données issues de la recherche et les innovations permettant de faire évoluer la pratique, définir une problématique de recherche et formuler un questionnement, conduire des études à visée professionnelle ou pluriprofessionnelle, choisir et utiliser des méthodes et des outils d'investigation adaptés au sujet de recherche, exploiter les résultats de l'investigation et les analyser, élaborer des documents professionnels et scientifiques, communiquer sur les pratiques professionnelles, identifier les appels à projets de recherche. Donc, on est vraiment au cœur du sujet de la recherche et de ce qui nous anime au niveau du GIRCISO sur le groupe recherche paramédicale. Donc, voilà, juste pour rappel, l'enseignement est laissé à l'autonomie des universités, mais néanmoins, ils doivent se référer à ce référentiel. Donc, on a quelque chose quand même qui doit être enseigné à peu près de façon harmonieuse. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Maude, qui vient du CHU de Poitiers et qui va nous présenter son projet de recherche. Bonjour à tous. Donc là, vous voyez mon écran. Oui. Okay. Donc,
Donc, moi, je m'appelle Maud Bréchet, je suis infirmière en pratique avancée, mention oncologie, hémato-oncologie, depuis juillet 2021 et j'ai pris mon poste au CHU de Poitiers en septembre 2021. Et je travaille qu'en hématologie. J'ai la particularité de travailler sur 2 sites, donc le site du pôle régional de cancérologie au CHU de Poitiers et sur un hôpital périphérique aussi à mi-temps sur le site de Châtellerault en hôpital de jour. Notre projet de recherche est né au départ du travail de mémoire d'une aide-soignante du service d'hôpital de jour de Châtellerault qui passait un DU douleur et elle a fait son mémoire sur la prise en charge de la douleur au CHU de Poitiers. Donc voilà comment est né ce projet. De là, on a voulu améliorer la prise en charge de la douleur au sein de notre établissement, puisque en faisant une revue de littérature et en replaçant le contexte, on s'est rendu compte que, notamment dans la prise en charge du myélome au CHU de Poitiers, au-delà d'une prise en charge pas forcément adaptée de la douleur, elle s'était surtout rendue compte que la douleur n'était pas évaluée. De façon plus générale, il s'avère que environ 400 000 nouveaux cas de cancer en France sont diagnostiqués chaque année et que la douleur est une problématique prépondérante en cancérologie puisque plus de 50% des patients cancéreux présentent une douleur au diagnostic et plus de 30% des patients ne reçoivent pas un traitement adapté. Donc, c'est une problématique qui est redoutée par les soignants et surtout par les patients puisque cette douleur a un impact très important sur la qualité de vie de nos patients. Et surtout, cette mauvaise prise en charge de la douleur aiguë entraîne l'apparition d'un syndrome douloureux chronique secondaire à cette mauvaise prise en charge aiguë de la douleur. Donc, pour prévenir la douleur chronique, eh bien, il faut qu'il y ait une bonne évaluation précoce de la douleur aiguë avec une organisation de qualité entre la ville et l'hôpital. Et c'est ce que préconise la Haute Autorité de Santé sur la prise en charge de la douleur. Mais pour que cette prise en charge soit effective et de qualité, le préambule, c'est qu'il y ait une évaluation de fait dès l'apparition de celle-ci et qu'il y ait un suivi qui soit efficace et régulier. Donc, nous avons, avec toutes ces données, nous avons réfléchi à comment améliorer cette prise en charge de la douleur dans notre établissement. Et nous avons réfléchi à un parcours patient qui n'est pas existant et que nous n'avons pas retrouvé dans la littérature. Donc, c'est une étude pilote d'évaluation d'un parcours ville-hôpital de prise en charge précoce de la douleur aiguë en cancérologie. C'est une étude interventionnelle à risque et contraintes minimes. Elle sera prospective, comparative, monocentrique et randomisée en 2 groupes parallèles. J'ai oublié de signaler que nous avions reçu un financement de Sport et Collection pour pouvoir la mettre en place dans notre service. Donc, les critères d'inclusion pour notre étude, je ne vais pas tous les reprendre, mais je vais prendre les principaux qui sont relatifs à la cancérologie et à la douleur. Donc, le patient doit présenter une douleur en lien avec une pathologie cancéreuse que nous soignons ici.
c'est-à-dire cancer du sein, digestif, urologique ou une hémopathie maligne, quel que soit son stade d'évolution. Cette douleur, elle doit avoir moins de 6 mois pour répondre aux critères de douleur aiguë et elle doit être dépistée soit à la consultation d'annonce de la maladie ou de mise en traitement ou lors de l'annonce d'une rechute. Le patient, il doit être ambulatoire, donc venir en soins à l'hôpital de jour de Châtellerault et il doit avoir un médecin traitant déclaré. De plus, il ne doit pas être pris en charge par un centre antidouleur référent pour cette douleur déjà présente. Les critères de non-inclusion, donc c'est en dehors de ce que je vous ai signalé tout à l'heure. Et il faut bien sûr que le patient soit libre sous tutelle et qu'il soit majeur. Donc voici le parcours patient que nous avons imaginé et que nous voulons surtout tester. Donc, le patient, je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Excusez-moi. Donc, le patient, ici, lors de la consultation d'annonce ou de mise en traitement, est dépisté par l'oncologue qui le voit. Il va aller chercher s'il y a un symptôme de douleur et évaluer si cette douleur, elle est aiguë ou si c'est une douleur qui était déjà existante. De plus, cette douleur ne doit pas être une douleur qui est induite par un geste technique lors des traitements. Perfusion, chambre implantable, chirurgie du sein par exemple. Faut que ce soit une douleur vraiment, par exemple, dans le myélome, la douleur osseuse, des douleurs de métastase osseuse, des douleurs digestives dans des cancers colorectaux. Donc voilà. Ensuite, une fois que le symptôme de douleur il est dépisté, on s'engage à recevoir le patient dans les 48 à 72 heures pour faire une évaluation complète multidimensionnelle de la douleur par un professionnel paramédical qui aura un DU douleur et qui est formé à faire cette évaluation de douleur. Et à partir de ce moment-là, on va randomiser notre patient. Donc, soit il fera partie du bras contrôle, c'est-à-dire sans intervention, avec une prise en charge habituelle du service, ou alors il sera randomisé dans le bras interventionnel. Donc, que se passe-t-il dans le bras contrôle dans notre service de façon générale avec les hématologues et oncologues? C'est-à-dire, la douleur est dépistée, il y a une primo-prescription d'antalgique qui est faite, et puis ensuite, on demande au patient de revoir avec son médecin traitant s'il est douloureux d'aller consulter, ou alors d'en reparler à la prochaine consultation. Dans le bras interventionnel, on va mettre en place un autre modèle, c'est-à-dire qu'on va faire une évaluation complète, multidimensionnelle de la douleur, avec l'impact sur la qualité de vie, le côté psychologique, bien sûr l'évaluation de l'intensité, de la gravité de la douleur. Il va y avoir une primo-prescription de fait par l'oncologue. Ensuite, on va éduquer le patient à évaluer sa douleur par des autotests qu'il fera à la maison. Et on va l'orienter vers son médecin traitant. Et c'est là que notre parcours se met en place, c'est-à-dire qu'il va y avoir un travail en binôme avec le médecin traitant, où il devra recevoir le patient dans les 48 à 72 heures pour évaluer de façon précoce l'efficacité du premier traitement qu'on aura mis en place. Le médecin traitant va donc recevoir son patient dans les 48 à 72 heures après la première évaluation et il va pouvoir réadapter le traitement s'il y a besoin. Et le patient se présentera à cette consultation avec l'auto-questionnaire qu'il aura fait juste avant d'aller le voir, puisqu'on lui aura appris à bien répondre aux questions. La semaine suivante, dans les 7 jours, nous allons recevoir de nouveau ce patient en hôpital de jour pour refaire une évaluation complète de la douleur.
qualité de vie, impact sur le quotidien, sur le psychologique. Et on va faire le point avec lui. Est-ce qu'il y a une amélioration de la douleur ou pas? En fonction des résultats, un compte rendu, enfin pas en fonction des résultats, un compte rendu va être réalisé, il va être envoyé au médecin traitant, et vraiment un compte rendu complet, et le patient sera réadressé à son médecin traitant dans les 48 à 72 heures. En fait, toutes les semaines, le médecin traitant et nous-mêmes, nous allons recevoir le patient pour une évaluation complète de la douleur et une réadaptation thérapeutique par le médecin traitant. Car le médecin traitant, il connaît très bien son patient. Il le connaît beaucoup mieux que nous, il le connaît depuis plusieurs années et il connaît aussi son mode de vie. Donc, c'est vraiment l'acteur de soins qui est le plus à même de pouvoir adapter le traitement antalgique. Et nous allons l'aider avec ce support d'évaluation puisqu'il ne va pas avoir le temps toutes les semaines de prendre son patient pendant 1 heure en consultation pour lui poser des questions. Donc ça va être notre travail. Donc à chaque fois, nous lui enverrons via un mail le compte-rendu de cette évaluation multidimensionnelle de la douleur. Et comme ça, lui, en fonction des résultats et en fonction de l'auto-questionnaire que son patient amènera le jour même de l'évaluation, de la consultation du généraliste, pardon, il pourra adapter au mieux et au plus juste ses antalgiques. On continuera cela pendant 1 mois tant que le patient sera douloureux. Toutes les semaines, il sera revu. Et l'étude se finit au bout de 28 jours, puisque en fonction de ce qu'on a trouvé comme élément, si au bout de 4 semaines, on n'a pas réussi à avoir un bon contrôle de la douleur et une diminution vraiment flagrante avec une amélioration de la qualité de vie, c'est qu'on n'est pas les mieux à même, que ce soit le médecin généraliste ou nous-mêmes, à améliorer et à prendre en charge cette douleur. Et donc, dans ce cas-là, il faut que ce soit pris en charge par des experts, c'est-à-dire les centres antidouleurs. Donc, au bout de 28 jours, nous ferons une évaluation finale qui clôturera notre protocole avec le patient. Et soit il y aura 2 solutions, soit il y a une amélioration et donc on aura bien travaillé, entre guillemets, ou soit on n'a pas du tout bien contrôlé la prise en charge de cette douleur et dans ce cas-là, on orientera le patient vers un expert de la douleur, donc centre antidouleur, référent de notre département. Pour revenir au bras à contrôle, donc il y aura une intervention, on fera la même évaluation que pour le bras interventionnel au premier jour et ensuite on refera cette évaluation pareil au bout de 4 semaines, au bout de 28 jours pour pouvoir comparer les 2 bras au même moment de l'étude et voir si la prise en charge habituelle est suffisante ou est-ce que nous, on apporte du mieux avec cette nouvelle prise en charge. Donc, nos outils d'évaluation, ça va être le questionnaire multidimensionnel de la douleur, le BPI, Brief Pain Inventory, désolée pour l'accent, qui est un questionnaire vraiment qui prend en compte tous les pans de l'impact de la douleur physique, psychologique, sur les répercussions sur le quotidien et qui vont nous permettre d'avoir des scores de sévérité et de gravité. On utilisera aussi le questionnaire de qualité de vie EHOCT QLQC30 qui est le questionnaire utilisé dans toutes les études en cancérologie sur la qualité de vie en général. Et nous allons faire de l'éducation thérapeutique avec l'auto-questionnaire qui est le questionnaire BPI, mais version très courte qui fait 2 pages. Donc là, je vous ai mis la première page pour que ça vous donne une idée. Donc le patient va pouvoir marquer où est la localisation de sa douleur et ensuite, il y a une vingtaine de questions à laquelle il répond qui vont nous permettre d'établir des scores. C'est des échelles de 0 à 10.
Et donc, on va pouvoir évaluer la sévérité et la gravité du symptôme douleur qu'il présente. L'objectif principal de notre étude, eh bien, c'est de comparer entre le groupe interventionnel et le groupe contrôle l'évolution de la douleur aiguë à 1 mois de la prise en charge. Et donc, notre critère, ça va être la différence entre les scores de sévérité de la douleur du BPI à J0 et J28. Les objectifs secondaires, ça va être de comparer l'évolution de la qualité de vie à 1 mois de la prise en charge entre le groupe interventionnel et le groupe contrôle. Donc pour ça, nous utiliserons les scores de gravité du BPI à J0 et J28 et aussi les différences entre les scores de qualité de vie globale de EORT, TC, QL+, et 30. Nous évaluerons aussi l'adhésion des médecins traitants à ce parcours de prise en charge de la douleur parce que de leur adhésion va aussi découler le bon fonctionnement de ce parcours. C'est vrai qu'on a un risque qu'ils refusent de prendre en charge le patient dans les 48 à 72 heures. Mais il faut qu'on essaye, on va voir s'ils adhèrent ou pas à ces rendez-vous supplémentaires sur leur fil actif. Donc pour ça, on va calculer le nombre de médecins traitants qui auront accepté de participer par rapport au nombre de médecins qui ont été sollicités. Et ensuite, on va évaluer la satisfaction des médecins traitants. Donc on a préparé un questionnaire qui leur sera diffusé à la fin de l'étude pour savoir si ils ont été satisfaits de cette prise en charge, si ça les a aidés à faire les modifications thérapeutiques, si c'était chronophage ou pas pour eux, s'ils ont été satisfaits. Donc, voilà, leur satisfaction au parcours de soins. Donc, les retombées attendues, c'est une amélioration de la prise en charge de la douleur aiguë en cancérologie dans notre établissement déjà dans un premier temps. Et ensuite, on aimerait que ça nous aide à calibrer une étude de plus grande ampleur au niveau régional par la suite. Merci pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Bon, mais c'est des sujets très intéressants et d'actualité. C'est important je pense que c'est vraiment des sujets qui sont importants à prendre, la douleur des patients à prendre en charge comme ça, c'est assez intéressant. On a dans le chat pour commencer une première question qui demande pourquoi est-ce qu'il y a un médecin qui est investigateur principal dans l'étude du coup? Parce que le médecin, il faut qu'il puisse… déjà, c'est les médecins qui vont recevoir les patients à la première consultation d'annonce et c'est eux qui vont dépister le symptôme douleur et qui vont pouvoir faire entrer les patients dans l'étude. Ok. D'accord. Et une deuxième question était par rapport, vous avez dit que l'évaluation de douleur ne se faisait pas. C'est à quel moment? C'est au sein du CHU, par les AS, par les IDE? Comment ça se fait en fait? En fait, quand Virginie, l'aide-soignante, a fait son DU douleur et qu'elle a voulu évaluer la prise en charge de la douleur dans le myélome, qui présente des douleurs osseuses, c'est un cancer qui donne des douleurs osseuses, ils ont voulu voir si elle était bien prise en charge. Mais en fait, ils se sont rendus compte qu'elle n'était pas tracée et elle n'était pas évaluée systématiquement. Donc déjà, il y avait un défaut d'évaluation. Et on s'est rendu compte que chaque oncologue, chaque hématologue avait des pratiques différentes, ne traçait pas de la même manière. En fonction de certains aussi, c'était plus ou moins interrogé. Donc, il y avait vraiment un défaut il a été montré un défaut de prise en charge. Mais de plus, au niveau national, ça a été montré par les rapports des plans cancer
rapport d'évaluation des différents plans cancer, c'est que les 30% des patients disent qu'ils n'ont pas une prise en charge adaptée, qu'ils sont douloureux, et 50, plus de 50% décrivent une douleur. Donc, c'est que cette douleur n'est pas prise en charge correctement. Oui, bien sûr. Ok, merci beaucoup. Une autre question, c'est avez-vous des difficultés avec les médecins traitants? Alors, pour l'instant, on est en train de soumettre au CPP notre protocole et on espère commencer à la fin de l'année. D'accord. Alors, j'ai pas trop de crainte en local parce qu'on est sur un petit bassin géographique à Châtellerault, que les professionnels se connaissent, que de par ma pratique en tant qu'IPA et ancienne infirmière à l'hôpital, j'ai quand même un réseau, j'ai un réseau assez bon et fort auprès des médecins traitants. Je suis déjà identifiée. Donc, je pense que ça va pas être, enfin, je me trompe peut-être, hein, j'espère pas, mais je pense que ça va pas être, c'est pas ma crainte première. Oui, ça risque d'être plutôt flou. Quand on passera, si on arrive à passer à une étude de plus grande ampleur sur du régional, là, l'identification ne sera pas la même, le réseau ne sera pas le même, donc je pense que ça risque d'être plus compliqué. Ok, merci. Je sais pas, toi, Sophie, peut-être. Oui, je reprends la main, c'est juste pour réagir. D'ailleurs, comme le dit la participante Pascale Belloni qui a posé cette question et qui rappelle, et c'est vrai, peut-être c'est important aussi pour les autres auditeurs, qu'on peut être investigateur principal même si le patient ou si le sujet de l'étude est vu dans un premier temps par un médecin. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à voir et à défendre, surtout si vous êtes à l'initiative de ce suivi un peu, même s'il fait collaborer des médecins, c'est très très bien. Mais voilà, c'est juste pour une infirmière peut être investigateur principal d'une étude de RIPH2, comme c'est le cas pour ce que vous avez montré. Oui, elle peut. Après, c'est vrai que bon, voilà, on a défini que moi, en tant qu'IPA, j'étais investigateur coordonnateur parce que je vais coordonner l'étude, qu'on va s'appuyer sur mon réseau et que ça fait partie de mes missions, comme vous l'avez dit au début de par mon décret. Après, au tout début, le problème, enfin, cette identification de problèmes d'évaluation de la douleur, c'était à l'initiative de Virginie Auger, qui est aide-soignante dans le service, et du docteur Chichenko, qui était son directeur de mémoire. Donc, ils ont travaillé dessus. Et ensuite, quand on a voulu porter ça de manière concrète par un parcours patient qu'on voulait évaluer, etc. Donc là, je suis rentrée dans la boucle dès le début de la réflexion. Mais voilà, au tout début, c'était quand même eux. Moi, j'interviens pas dans le parcours en lui-même. Je serai un support logistique pour Virginie et les onco-hématologues parce que je serai sur place et que je serai coordinatrice du projet. Mais bon, c'est vrai que ça n'a pas posé vraiment de difficultés. Au tout début, je voulais même que ce soit Virginie Auger qui soit l'investigateur principal. Mais bon, comme elle est aide-soignante, ça par contre, ça a vraiment posé des difficultés. Donc, on a dit on a décidé de se répartir comme ça. Merci beaucoup pour ces précisions. En tout cas, on voit que vous êtes une équipe fédérée. C'est surtout ce qui compte aussi, c'est que chacun arrive à tirer le meilleur de la collaboration pour faire avancer les choses, en fait. Donc, oui, je pense que c'est très important. Très bien. Ce que j'aime par-dessus tout dans ce protocole, c'est qu'on a vraiment voilà, une aide-soignante, une infirmière, un médecin, et qu'on a vraiment les trois strates qui travaillent en hôpital de jour. Et je trouve que c'est une belle reconnaissance aussi pour l'aide-soignante. Tout à fait, c'est vrai, oui.
Super, merci beaucoup. A priori, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Peut-être qu'on peut passer la parole à Julie Lassalle. Si vous avez des remords, vous pouvez toujours envoyer un mail à Maud. Je pense qu'elle vous répondra avec plaisir. Ou alors, si elle peut être là encore par la suite, elle y répondra. On transmettra vos questions. Merci encore, Maud. Et du coup, à vous, Julie. On vous passe la main peut-être ou vous le faites? Bonjour. Bonjour à tous. Moi, je suis Julie Lassalle, je suis infirmière en pratique avancée dans le service d'hématologie du CHU de Nîmes. Et je suis donc diplômée de la toute première promotion IPA 2018-2020 de Montpellier. Et je suis très heureuse d'avoir été invitée pour parler de mon projet de recherche qui a été élaboré dans le cadre de mon mémoire de fin d'études pour le master. Et voilà, donc, je ne sais pas si c'est en plein écran. Alors, c'est pas en plein écran, mais on voit. Voilà, c'est bon. Ah, normalement. Bon. Donc, il s'agit de l'étude de l'EUCAPIC, impact de la fréquence de réfection des pansements de PICC-line chez les patients atteints de leucémie aiguë. Donc, concrètement, ce projet, il est parti d'un questionnement de l'équipe d'hématologie du service. Ça fait 10 ans maintenant que je travaille dans le service d'hématologie et il y a une pratique qui était ancrée déjà depuis de nombreuses années dans le service en ce qui concerne la réfection des pansements de PICC-line chez les patients atteints de leucémie aiguë, donc en secteur de soins intensifs hémato, dans les chambres stériles, qui consiste en fait à réaliser le pansement de PICC-line et des voies centrales en général tous les 2 jours, donc 1 jour sur 2, ce qui ne correspond pas en fait à la recommandation nationale qui est publiée par la Société française d'hygiène hospitalière. Donc, ça fait depuis très longtemps que les équipes se questionnent sur cette pratique. Est-ce qu'on fait bien, est-ce qu'on ne fait pas bien? Voilà, donc l'idée est venue de chercher à valider cette pratique et de savoir voilà, si on fait bien, de la diffuser aussi pour les autres services d'hématologie et de se dire, voilà, si on fait mieux que les autres, il faut le dire. Voilà. Donc, du coup, les PICC-line, en fait, c'est très largement utilisé. C'est un dispositif qui est très largement utilisé et particulièrement en hématologie. Et on s'est d'abord questionné sur qu'est-ce qui était fait en France dans les autres services d'hématologie. Donc, j'ai fait une enquête préalable auprès de 23 services d'hématologie. 18 sur les 23 services interrogés, il y a 18 services qui ont répondu. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y avait déjà quelques différences de pratique par rapport aux recommandations. On n'était pas les seuls à faire différemment. Donc, à cette époque-là, Montpellier, le CHU de Montpellier faisait aussi les pansements à une autre fréquence que la recommandation. Pour eux, c'était plus 2 fois par semaine, en sachant que la recommandation, c'est tous les 8 jours. Donc, c'était plus 2 fois par semaine. Le CHU de Grenoble avait abandonné l'utilisation des PICC-line parce qu'ils avaient constaté un nombre trop important d'infections et de thromboses. Et 2 autres CHU en France, donc Toulouse et Strasbourg, avaient aussi moins recours au PICC-line pour ces mêmes raisons. En tout cas, ce qui est ressorti de cette première enquête, c'est qu'il y avait une très large, vraiment un intérêt important pour le sujet, puisque plusieurs services m'ont dit mais il faut faire cette recherche et donnez-nous les résultats. Donc, ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait essayer de voir s'il y avait quelque chose à changer sur cette pratique-là. Donc, pour ce qui est de la bibliographie, donc, comme je l'ai dit, c'est un dispositif qui est très largement utilisé. 2,7 millions de poses de PICC-line aux USA en 2020. Je n'avais pas les chiffres en France. Mais ce qu'on constate surtout, c'est qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites sur ce dispositif, sur la population des patients d'hématologie.
Ces patients-là sont des patients immunodéprimés avec donc un risque important de survenue de bactériémie avec des neutropénies fébriles et donc une mortalité à 6 mois en cas de bactériémie qui est 5 fois supérieure à la population normale. Donc, c'est quand même une population très fragile qui mérite qu'on porte une attention particulière et des études ciblées sur cette population-là. Ensuite, il y a une enquête qui a été menée par le réseau de prévention des infections associées aux soins, le REPIAS, en 2019, qui était en fait une campagne de surveillance et de prévention des infections associées aux dispositifs invasifs, donc le SPIADI en 2019. Ils ont récolté des données sur les épisodes d'infection auprès de 1000 établissements de santé et ils ont donc recueilli 12 000 épisodes de bactériémie. Sur ces 12 000 épisodes analysés, il y avait 25% de ces épisodes qui étaient liés à des dispositifs intravasculaires, dont 17% de ces 25% étaient des PICC-line. Donc, ça fait quand même beaucoup d'infections et ce taux-là, il est très important dans les services de réanimation, d'oncologie et d'hématologie, avec une prévalence des bactériémies associées aux dispositifs intravasculaires en hématologie qui représente quasiment 40%. Donc, pour ce qui est des recommandations qui ont été publiées par la Société française d'hygiène hospitalière en 2013 dans le guide de recommandation des bonnes pratiques et de gestion des risques associés au PICC-line. Il y a une recommandation donc, de réfection du pansement tous les 8 jours, tous les 7-8 jours. Mais en analysant ce document, on se rend compte que ce niveau de preuve est quand même discutable puisqu'il s'agit d'un avis d'expert, donc avec un niveau de preuve grade E selon la Haute Autorité de Santé. Et il n'y a pas d'études vraiment comparatives qui permettent de déterminer un rythme précis dans l'analyse de la bibliographie. Et on peut se questionner du coup, est-ce que cette recommandation, elle est applicable à tous les patients, indépendamment du statut d'immunocompétence Donc, est-ce qu'un rythme de réfection de pansement plus soutenu permettrait de diminuer finalement les infections chez ces patients immunodéprimés qui ont reçu une chimio intensive? C'est la question qu'on s'est posée. Donc, on a décidé du coup d'écrire ce protocole dont l'objectif est de mettre en place ce protocole dont l'objectif principal est d'évaluer l'impact d'une augmentation du rythme de réfection des pansements de PICC-line par rapport aux recommandations pendant la phase initiale d'induction chez des patients atteints de leucémie aiguë myéloblastique sur l'incidence de survenue d'infections liées au cathéter. Donc, en fait, on a choisi du coup de se concentrer sur les patients atteints de leucémie aiguë myéloblastique, puisque ce sont les patients qui reçoivent un traitement d'induction, donc une chimiothérapie intensive, puisque ce sont des patients qui nécessitent une surveillance vraiment particulière, avec une immunodépression profonde et prolongée, et donc des patients très à risque de faire des infections finalement. Donc, le critère de jugement principal, c'est la survenue d'une infection sur le PICC-line, locale et ou systémique, selon la définition du comité technique des infections nosocomiales et des infections liées aux soins, pendant la phase de traitement intensif du début de la chimiothérapie jusqu'au début de la première consolidation. Donc, les patients qui sont atteints de leucémie aiguë, qui doivent avoir un traitement intensif, en général, donc, sont admis dans un service de soins intensifs hémato, donc avec des conditions, des chambres stériles, entre guillemets, ce qu'on appelle, donc un environnement protégé. Ils reçoivent une chimio intensive, donc qui est aplasiante, donc avec une baisse de leur immunité profonde et prolongée, comme je disais. Ils vont rester hospitalisés pendant environ 1 mois. Ensuite, ils rentrent chez eux pendant une période de 3 semaines environ et reviennent pour un traitement de consolidation
en soins intensifs hémato. Donc, on a choisi de les suivre sur toute cette période-là qui va du diagnostic, donc du début du traitement, jusqu'à ce qu'ils reviennent pour leur traitement de consolidation environ 2 mois après. Pour ce qui est des objectifs secondaires, on s'est posé la question d'un impact sur la durée d'hospitalisation, puisque on peut se dire que si il y a infection dans un groupe plus que dans l'autre, il y aura peut-être un impact sur la durée d'hospitalisation, puisque ça nécessite des soins qui sont plus prolongés, des surveillances plus prolongées. Donc, voilà, est-ce qu'il y a un lien avec la durée d'hospitalisation? Et donc, on compte à partir du premier jour d'administration de la chimiothérapie jusqu'au transfert vers un établissement de suite ou au retour à domicile. L'impact sur la douleur et l'inconfort du patient, est-ce qu'on provoque par ce soin une augmentation de l'inconfort ou de la douleur, puisque ce sont des dispositifs qui sont fixés grâce à des tégadermes, des dispositifs collants sur la peau. Donc, est-ce qu'on augmente, à contrario, est-ce qu'on n'augmente pas peut-être la douleur des patients en faisant ce soin? Donc, c'est évalué par une échelle visuelle analogique de la douleur. Et enfin, le dernier objectif secondaire, c'est la description épidémiologique bactérienne et la constitution d'une souche OTEC par l'analyse bactériologique réalisée en souche OTEC par le laboratoire de bactériologie. Donc, il s'agit d'une étude pilote prospective bicentrique, contrôlée randomisée en ouvert en 2 groupes parallèles. Le CHU de Montpellier, du coup, participe à cette étude. Voilà, le CHU de Montpellier participe avec nous à cette étude. Et donc, il était difficile de faire une étude en aveugle, puisque forcément, les infirmières savent dans quel groupe est le patient. Et le patient sait aussi s'il est plutôt dans l'un ou dans l'autre des groupes. Pour ce qui est des interventions, donc le groupe contrôle, suit en fait les recommandations de la SF2H, donc avec une réflexion de pansement tous les 8 jours. Et le groupe expérimental teste la même rythme de réflexion que Nîmes, donc à savoir tous les 2 jours. Dans les 2 groupes, bien sûr, les pansements sont refaits sans délai en cas de souillure ou de décollement pour limiter le risque infectieux, comme les recommandations classiques. La population, ce sont des patients donc, majeurs au diagnostic d'une leucémie aiguë myéloblastique, éligibles à un traitement intensif d'induction et hospitalisés dans un secteur protégé, donc soit des chambres à flux, soit des chambres avec un système de filtration d'air plasmaire. Et donc avec une pause de PICC line, soit prévue, soit dans les 24 heures qui suivent la pause. Pour ce qui est de la taille de l'échantillon, nous avons prévu une inclusion sur 22 mois avec 60 patients inclus, qui correspond au potentiel d'inclusion des 2 centres, donc à savoir, selon le PMSI de 2019, 40 nouveaux diagnostics de LH sur Montpellier et 25 par an pour Nîmes. Donc on est normalement dans la possibilité d'inclure ces 60 patients. Donc, là, c'est vraiment un récapitulatif du schéma de l'étude pour la population. Donc, j'ai dit nouveau diagnostic de LA éligible à un traitement intensif avec un environnement protégé. On propose aux patients, lorsqu'ils rentrent, d'intégrer l'étude. Comme ce sont quand même des maladies graves qui nécessitent une prise en charge urgente, on s'est laissé quand même la possibilité d'inclure le patient dans les 24 heures qui suivent la pause, parce que parfois, l'urgence de la situation nécessite qu'on pose le PICC line très rapidement. Et donc, voilà, parfois, le temps de faire l'inclusion, la randomisation, de proposer le protocole, les patients sont un peu dans la difficulté de l'annonce. Donc, on s'est laissé la possibilité d'inclure jusqu'à la réflexion du premier pansement, qui a lieu à J1 pour les 2 groupes. Donc ça, c'est la recommandation de la SF2H. Le lendemain de la pause, tous les patients ont une réflexion de PICC line, du pansement de PICC line. Et ensuite,
Donc, il y a une randomisation qui est faite entre tous les 8 jours ou tous les 2 jours. Dans les 2 groupes, on a choisi de changer le dispositif de maintien du PICC-Line, ce qu'on appelle le StatLock, qui tient vraiment le dispositif en place tous les 8 jours dans les 2 cas. Donc, en fait, dans le groupe expérimental, c'est simplement un pansement de propreté où on va ouvrir le pansement, réaliser un nettoyage avec les 4 temps, et remettre un pansement occlusif sans changer le dispositif de maintien. Le dispositif de maintien est changé uniquement tous les 8 jours, sauf s'il est décollé ou souillé. Et donc, à la sortie du secteur protégé, donc pour un retour à domicile ou vers des soins de suite, le pansement sera réalisé dans les 2 groupes tous les 8 jours, comme les recommandations. Et l'état du pansement, l'état local sera suivi grâce à une fiche navette qui reprend les différents signes d'infection locale remplis par l'infirmière que le patient nous ramène au moment de la consolidation ou peut-être envoyé par courrier si jamais il l'a oublié. Et donc, on finit le suivi au moment de la consolidation numéro 1. Voilà, donc ça c'est un petit schéma pour expliquer donc, ce que je disais, voilà, la phase diagnostique avec tout le bilan. Là, on décide de poser le PICC-Line. On inclut les patients à ce moment-là, la phase d'induction qui dure 4 à 5 semaines, la pause, et on les suit jusqu'ici. Pendant toute l'hospitalisation, ils ont, selon leur groupe, le rythme est différent. Et pendant la pause à domicile, donc le pansement est refait pour les 2 groupes selon la recommandation tous les 8 jours. Voilà, donc c'est un projet qui est financé par un appel à projet interne du NIMAO de 2021. Et actuellement, les inclusions sont en cours. Nous avons 10 patients inclus, ce qui n'est pas beaucoup parce que nous avons commencé les inclusions il y a un peu moins d'1 an sur le centre de Nîmes et 3 mois sur le centre de Montpellier. On aurait espéré plus parce que du coup, ça va être un peu difficile d'atteindre les 60 patients espérés, mais en fait, il y a quand même pas mal de freins aux inclusions, notamment le fait que ce soit des situations quand même assez urgentes et où soit les patients ne sont pas très disposés forcément à inclure un protocole de recherche, ce qui est souvent proposé pour les thérapeutiques vraiment, et donc ça fait rajouter un autre protocole qui, ils ne sont pas forcément d'accord pour ça. Il y a aussi le fait que les patients ne rentrent pas forcément par une voie classique du parcours, c'est-à-dire parfois l'idéal, entre guillemets, c'est quand les patients font une prise de sang qui est anormale, ils sont vus en consultation, puis hospitalisés dans les jours qui viennent. Et là, on peut poser le PICC-Line, faire toutes les choses, j'allais dire, entre guillemets, facilement. Mais quand parfois, ils rentrent par la voie des urgences et la réanimation, tout ça, c'est très compliqué parce que finalement, ils ont déjà eu une voie centrale. Donc, on peut pas forcément inclure ces patients-là facilement. Et il y a un autre frein également, c'est que Montpellier n'a pas de temps arc détaché. Donc, voilà, ça freine un petit peu les inclusions et le recueil de données. Ça rajoute du travail aux équipes, donc c'est pas forcément l'idéal. Pour ce qui est des retombées et des perspectives, la première chose, c'est de réaliser un état des lieux épidémiologiques sur les PICC-Line dans cette population particulière, puisqu'il y a un vrai manque de données probantes dans cette population. Il s'agit d'une étude pilote, donc préalable à une étude de grande ampleur, plus grande échelle, je l'espère, en tout cas. Et permettre d'améliorer les pratiques professionnelles et d'harmoniser surtout les pratiques, puisqu'on a vu quand même dans l'enquête préalable qu'il y avait une diversité des pratiques. Le but également, c'est de limiter la iatrogénie
et le recours au traitement antibiotique et de maîtriser les coûts d'hospitalisation. Et également préciser les recommandations actuelles des sociétés savantes. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation qui était très intéressante aussi. C'est vrai que la gestion des voies centrales, c'est un vrai questionnement. Est-ce que dans ma population, je fais ça de la même manière? Parce qu'en effet, les patients en aplasie profonde, ben, on se dit qu'ils sont plus à risque, etc. C'est assez intéressant, ça a fait poser une question, c'est vrai, que je me suis posé aussi. Comment vous avez choisi tous les 2 jours, en fait? Bah, en fait, c'était simplement, je ne sais même pas à quel moment cette habitude-là de service est venue, parce que ça fait 10 ans que j'étais dans le service, ça faisait déjà plusieurs années que c'était utilisé comme ça. Et en fait, c'était à la base une volonté du chef de service de se dire, bah, on va plus les surveiller, on va plus nettoyer, puisque c'est des patients à risque. Et en fait, ils sont partis sur une organisation de service avec 1 jour sur 2. Mais c'était vraiment c'est une pratique qui est vraiment ancrée depuis des années. La plus ancienne infirmière, elle a 15 ans, 18 ans de service. Elle a toujours connu cette pratique-là, quoi. Donc, Ouais, c'est c'est vraiment une pratique de service ancrée on ne sait pas d'où c'est venu. ah, mais c'est rigolo. Enfin, c'est rigolo. Je veux dire, c'est intéressant parce que, bon, là, je fais appel à ma pratique personnelle, mais nous, dans les croyances de l'équipe, en tout cas, c'était en hémato, chez Limoges, c'était il faut ouvrir le moins possible le pansement. Donc, on le refaisait quand il était souillé. Mais du coup, à part ça, sinon, on respectait le rythme des 8 jours. Parce qu'on se disait, si on l'ouvre plus, on risque d'avoir plus d'infections chez les patients. Donc, comme quoi, d'une équivalente, enfin, Sophie, je sais pas, toi, à Montpellier, comment c'était en hémato, mais Alors, à l'époque, ça fait 10 ans maintenant que j'ai quitté l'hémato au CHU de Montpellier. Mais il me semble que c'était quand les personnes étaient en aplasie, on avait coupé la poire en deux et c'était tous les 4 jours. C'est Voilà. bien ça? C'est 4 semaines. C'est 2 fois par semaine à Montpellier. Mais c'est vrai que pour le coup, les équipes se sont questionnées aussi dans ce sens-là, en se disant est-ce qu'on n'est pas plus délétère enfin, c'était un peu partagé en fait. Hein. Il y a certaines infirmières qui disaient non, mais il faut qu'on les surveille de plus près, il faut qu'on les nettoie plus, et d'autres qui disaient non, mais je pense qu'on ne fait pas bien parce que plus on ouvre et plus on est susceptible de mettre des germes, et voilà, plus on est susceptible de mobiliser le dispositif. Et donc, c'était très partagé. Du coup, on s'est dit, bah, il faut. Euh, quand certaines infirmières ont soulevé la question d'être plus délétère que bénéfique finalement, au docteur Jourdan à l'époque, il a dit bah, faites une étude. Quand vous me montrerez que c'est le cas, on changera. Et donc du coup, c'était évident que ce sujet allait inspirer mon projet de recherche. ouais, mais c'est chouette, c'est intéressant de voir que du coup, ça fédère aussi l'équipe autour d'une dynamique commune qui est une problématique de soins que toutes les infirmières d'oncohématologie rencontrent tous les jours, et on se pose tous cette question à un moment donné quand on travaille dans ce type d'unité. Donc je trouve que c'est concret, c'est bien aussi pour démocratiser un petit peu la recherche. Et Oui, j'ai entendu que vous regardiez, vous évaluez la douleur et la peau qui est sous l'upside, vous avez un outil pour évaluer du coup si le fait de changer tous les 2 jours, ça augmente je sais pas, les irritations, les rougeurs, est-ce que vous avez plus d'allergie à l'upside et que vous êtes obligé d'utiliser plus de Tegaderm c'est dans les critères en fait qui font partie de la fiche pansement en fait. On note s'il y a présence de phlyctène, présence d'une irritation, est-ce qu'il y a une nécessité de changer aussi le pansement ou pas. Le type de pansement, je veux dire, est-ce qu'il y a besoin de mettre plutôt un Mépilex, voilà, ça fait partie des choses qui sont dans la fiche pansement en fait. Ok, super. Et oui, c'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est du coup toujours en lien, parce que la recommandation, c'est bien 8 jours, enfin 1 fois par semaine, c'est ça, hein?
peut-être 8 jours, oui. Plus impression, c'est tous les 8 jours. Alors, on a Bruno Bedeau qui nous dit il y avait un lien avec le rythme des prises de sang et le matériel de pickline utilisé de mémoire. Mais j'étais moins ancien que la plus vieille, donc peut-être que c'était les bruits de couloir. Alors, bah, peut-être, mais j'ai jamais trop su. Voilà, la plus ancienne infirmière m'avait pas exactement dit d'où ça venait. C'est vrai que c'était. J'ai jamais vraiment trop su d'où ça venait ce protocole-là chez nous. Et le fait de ne pas changer le StatLock, ça, vous l'avez choisi comment? On l'a choisi pour pas le mobiliser en fait, parce qu'on s'est dit que effectivement, encore une fois, ça correspondait vraiment à nos pratiques et on s'est dit que plus on allait changer par contre le StatLock, il y a quand même un risque dans la manipulation du dispositif finalement de déplacer complètement le dispositif, de le sortir, de faire. Là pour le coup, je pense que il y a beaucoup plus de risques que de faire un simple pansement de propreté où le dispositif est en place et on va juste nettoyer. Et voilà. Je pense que de manipuler, pour le coup, c'est pas. Après, peut-être je peux me tromper. Mais c'était encore une fois par rapport à nos pratiques. Ok, ben merci beaucoup. Je sais pas, Sophie. Ouais, c'est vraiment intéressant comme projet. Ça peut être assez exemplaire à présenter parce que c'est typiquement ce qu'on raconte aux étudiants quand il y a des différences de pratique d'un service à l'autre qu'on ne sait pas bien. Ben, on fait un peu de littérature comme ce que vous nous avez montré. Et si on a encore des doutes ou voilà, ben, on conduit vraiment une étude comme vous le faites actuellement pour essayer de trancher. Donc, on espère pour vous que vous obtiendrez l'inclusion des 60 patients. On va voir du côté de Montpellier ce qui se passe, voilà, comment elle peut accélérer ces inclusions pour qu'on puisse conclure. Moi, j'ai juste une toute petite question avant de passer peut-être à l'autre personne, s'il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Votre statut d'IPA, ça a joué, ça a eu un rôle, ça a eu un intérêt. Alors, comment vous avez exploité le fait que vous soyez IPA dans ce projet? Alors déjà, c'est par rapport aux connaissances, les apports qu'on peut avoir pendant le master, c'est vrai que ça aide énormément. Et puis après, dans la posture, le fait d'avoir un peu le leadership quand même et de justement motiver les équipes autour de ce projet commun et de les pousser à avoir la culture de la recherche, voilà, au sein de l'équipe, c'est vrai que voilà, ça aide en ce sens. Après, j'ai été confrontée à la question d'être investigateur principal, puisque quand j'ai présenté mon projet à l'appel d'offres interne du NIMAO, initialement, j'avais complètement construit le projet et écrit le protocole, et c'était le docteur Jourdan qui était l'investigateur principal. Donc, on m'a gentiment dit qu'il fallait que je sois investigateur principal. On m'a poussé à ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude en tant que paramédical d'être investigateur d'un projet comme ça. Donc, il faut aussi qu'on sache prendre notre place. Ça, je pense que ça viendra avec les années, je l'espère. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir convié à participer à présenter mon projet. Merci à vous. C'était très intéressant. Un grand merci. Merci. Et donc, il y a la dernière intervenante de la journée, c'est Christelle Roux. On va faire la manip pour qu'on vous passe la main. Enfin, vous allez le faire. C'est à vous. C'est bon, vous voyez bien mon diaporama? Super, oui. Parfait. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Christelle Roux, je suis infirmière en pratique avancée depuis 2022.
Donc, je vais vous présenter la revue de littérature que j'avais réalisée dans le cadre de mes études. Donc, elle se nommait L'infirmier en pratique avancée, acteur, attendez, je suis désolée, voilà, acteur de la prise en soin de la fragilité du sujet âgé vivant à domicile. Donc, tout d'abord, juste un rappel sur le vieillissement. Comme vous le savez, on fait face à un vieillissement de la population. Plus on vieillit, plus on développe des pathologies chroniques. La personne âgée est souvent polypathologique, polymédiquée et peut développer des fragilités. On va revenir tout à l'heure sur cette notion de fragilité. Et la personne âgée peut développer une perte d'autonomie et voire une entrée dans la dépendance. Donc, toutes ces problématiques liées au vieillissement sont devenues à l'heure actuelle des défis sociétaux majeurs, que ce soit sur le plan clinique, mais aussi économique, politique. Et dans ce contexte, bien vieillir est devenu un enjeu crucial. Pour éviter en fait cette entrée dans la dépendance, il est nécessaire maintenant d'intervenir à un stade plus précoce, qui est celui de la fragilité. Donc la fragilité, ce qu'il faut savoir en fait, c'est que c'est une étape intermédiaire entre le vieillissement habituel et le vieillissement pathologique. Elle est considérée comme une étape préalable à la dépendance. Et on a une définition de la SFGG, de la Société française de gérontologie, qui date de 2011, qui indique que la fragilité, en fait, c'est un syndrome clinique avec une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère les mécanismes d'adaptation au stress. En fait, cette fragilité, elle est modulée par les comorbidités, des facteurs psychologiques, sociaux, économiques et comportementaux. Et ce qui est important de savoir également, c'est que cette fragilité, en fait, c'est un marqueur de risque de mortalité, d'incapacité, de chute, d'hospitalisation et d'entrée en institution. La Haute Autorité de Santé a fait des recommandations et elle indique que le repérage de la fragilité permet de prédire le risque de perte d'autonomie, de chute, d'institutionnalisation, de décès et d'hospitalisation. Donc, ce qu'il est important également de savoir, c'est que dans la fragilité, il existe deux modèles. Il y a un modèle, le modèle de Fried, qui est plutôt un modèle basé sur un phénotype physique. C'est un score qui va de 0 à 5. 0, le patient est considéré comme robuste. 1 et 2, il est considéré comme préfragile. Et 3, 4, 5, le patient est considéré comme fragile. Ce modèle s'oppose au modèle rockwoodien, au modèle de Rockwood, qui est là plus une approche multidomaine de la fragilité. Certes, on va évaluer la motricité, mais aussi on va prendre en compte la cognition, la typie, les capacités pour les actes de la vie quotidienne, la nutrition, les comorbidités, etc. Et ce modèle rockwoodien, en fait, est la base de l'évaluation gériatrique standardisée, qu'on peut appeler aussi l'évaluation gériatrique globale. Une autre notion importante, c'est cette réversibilité de la fragilité. Un patient qui est fragile peut devenir robuste avec des interventions multidomaines. A contrario, un patient qui est dépendant, une fois que cette dépendance se sera installée, ça sera irréversible. D'où l'intérêt, en fait, d'avoir un repérage précoce des déterminants de fragilité et de mettre en place des actions de prévention afin de retarder la dépendance qui est dite évitable. Donc, face à ce contexte, ma revue de littérature, la question de recherche était quel est alors le rôle de l'IPA dans le repérage, le dépistage et la prise en soin des déterminants de fragilité chez le patient âgé vivant à domicile, atteint d'une pathologie chronique stabilisée. L'objectif principal était d'identifier et d'écrire les pratiques pour repérer, dépister et prendre en charge des déterminants de fragilité du patient âgé vivant à domicile, atteint d'une pathologie chronique stabilisée par un infirmier en pratique avancée. Puis, mon objectif secondaire était de décrire l'impact de l'intervention de l'IPA sur des indicateurs de santé tels que la qualité de vie, le déclin fonctionnel, les chutes, l'hospitalisation, l'entrée en institution et la mortalité. Donc, pour faire ma revue de littérature, j'ai établi des critères d'inclusion et de non-inclusion. Donc, par rapport aux critères d'inclusion, j'ai défini un âge qui était supérieur à 60 ans. Pourquoi cet âge-là? Parce que l'Organisation mondiale de la santé définit en fait la personne âgée à partir de 60 ans.
Il fallait également que la personne ait une stabilité de son état de santé, donc de sa pathologie chronique, vu que je suis infirmière pratique avancée. Et il fallait également, bien entendu, qu'il y ait un repérage ou un dépistage ou une prise en soin de la fragilité par un IPA ou par un infirmier avec des compétences élargies. J'ai fait le choix également dans ma revue littérature de ne prendre que les essais quantitatifs et j'ai exclu les patients qui étaient atteints de cancer du fait de ma mention pathologie chronique stabilisée. Concernant la méthode, je me suis basée sur la méthode PICO pour établir mon équation de recherche. J'ai interrogé 7 bases de données que j'ai extraites sur le logiciel Ryan. Il en est ressorti 2103 articles. Après identification des doublons, il me restait 1274 articles. Et avec un assistant de recherche clinique formé à la fragilité, nous avons en double aveugle sur le logiciel Ryan trié les articles sur les abstracts en fonction des critères d'inclusion et d'exclusion, de non-inclusion. Et il en est ressorti 54 articles. Sur ces 54 articles, je les ai lus en totalité et j'en ai sélectionné 11 en fonction de mes critères. Donc, voici les 11 articles qui ont été sélectionnés. Ils ont une qualité acceptable. 8 études étaient de bonne qualité et 3 étaient de qualité acceptable selon l'outil Duns & Black. Ce qui est important, enfin, une fois que j'ai fait ma méthodologie, mes résultats, ce qu'il en est vraiment ressorti, en fait, c'est un modèle de prise en soin par l'infirmier pratique avancée qui ressort ces résultats. Dans 91% des essais que j'avais sélectionnés, en fait, il y avait un repérage de la fragilité qui était réalisé par la médecine de ville et il y avait une orientation médicale qui était faite vers l'IPA formé à la fragilité. À chaque fois, il y avait un dépistage de ces déterminants de fragilité qui était fait après par l'IPA à l'aide d'une évaluation gériatrique standardisée, donc plutôt le modèle rockwoodien dont on a parlé tout à l'heure. Et il y avait une anamnèse de la situation qui était faite par l'IPA avec la proposition d'un plan personnalisé de santé. Ce plan personnalisé de santé, bien souvent, ce n'était pas l'infirmier en pratique avancée qui le finalisait seul. Il faisait appel en fait à d'autres acteurs de santé, mais comme le médecin traitant, mais aussi l'assistante sociale, ergothérapeute. Voilà, c'était vraiment un projet pluridisciplinaire. Et par la suite, ce PPS, ce plan personnalisé de santé, était présenté aux patients âgés et à ses aidants pour bien entendu obtenir son accord. Par la suite, il y avait un suivi avec une orientation vers d'autres professionnels qui étaient faits, comme un kinésithérapeute, un spécialiste, un gériatre. Et il y avait des actions qui étaient liées à des problématiques de santé et sociales. Et puis, il y avait un suivi donc, qui s'instaurait, comme je le disais, avec une nouvelle aussi évaluation gériatrique standardisée de suivi qui était réalisée pour réactualiser en fait le plan personnalisé de santé de la personne. Pour extraire également mes résultats, je me suis basée sur le modèle Emmerich, qui est un modèle en fait de notre pratique d'infirmier en pratique avancée qui définit les champs de compétences de l'IPA. Et j'ai pu retrouver en fait les 6 grands champs de compétences de l'IPA dans les articles. Donc au niveau clinique, comme je le disais tout à l'heure, il y avait un dépistage et un suivi des fragilités avec l'évaluation gériatrique multidimensionnelle. Mais il menait aussi des actions d'éducation, de prévention. Et il y avait un fort partenariat avec les aidants. Il y avait aussi une collaboration qui s'est instaurée, comme on le disait tout à l'heure, pour le plan personnalisé de santé, mais aussi pour l'orientation du patient vers d'autres professionnels. Et puis, il y avait un fort rôle de leadership et de formation aussi auprès des équipes qui est ressorti.
tout au long des projets, enfin des études, il est ressorti aussi un positionnement éthique. Le plan personnalisé de santé était proposé aux patients et aux aidants dans la plupart des études avant sa finalité. Donc, il tenait bien compte des souhaits et des priorités des patients. Et puis, la compétence recherche était elle aussi identifiée à travers l'évaluation gériatrique standardisée qui était pratiquement tout le temps issue de données probantes. Alors après, pour répondre à mon critère, enfin mon objectif secondaire, j'ai réalisé en fait un tableau pour voir l'impact de l'intervention de l'infirmier de pratique avancée sur des déterminants de santé. Et alors, bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes et c'est à modérer, ça pourrait être confirmé par une étude, mais on peut s'apercevoir qu'en fonction du suivi, en fait, et en fonction de l'âge surtout, inférieur à 80 ans, il peut y avoir des effets sur la qualité de vie et les capacités fonctionnelles pour un suivi qui est souvent long, supérieur à 1 an. A contrario, pour les patients qui ont un âge supérieur à 80 ans, on peut plutôt voir des effets sur les événements indésirables de santé, qui sont la chute, l'hospitalisation, l'entrée aux urgences et la survie. Sur une plus courte période, en fait, le suivi était moins long. Il était inférieur à 1 an. Donc, les limites et les forces de mon étude. On pourra développer si vous le souhaitez juste après. Mais il y avait des biais dans ces études. Tout d'abord au niveau de la population. Dans 4 études, les patients atteints de troubles neurocognitifs ont été exclus. L'aveugle n'était pas toujours réalisable dans les études malgré qu'elles soient randomisées. Et puis parfois, je pense aussi que les outils utilisés n'étaient pas assez sensibles. Au niveau des biais de ma revue de littérature, j'avais retrouvé 6 études aux Pays-Bas. Pourquoi les Pays-Bas? Parce qu'ils ont déjà mené en fait des programmes de repérage et de suivi de la fragilité. Donc ceci peut s'expliquer comme ça. J'ai volontairement exclu les patients aigus et hospitalisés, mais je pense que ça pourrait être très intéressant de faire une revue de littérature sur ce domaine, car il y a beaucoup d'articles quand je faisais mon tri. J'ai pas pu identifier de durée, de fréquence de suivi pour ajouter au modèle d'intervention que j'ai retrouvé dans la littérature. J'avais espéré pouvoir trouver en fait une pathologie spécifique en lien avec la fragilité, mais je n'ai retrouvé que des études sur la polypathologie. Alors cela peut s'expliquer probablement parce que les patients âgés sont souvent polypathologiques, ça concerne près de 80% des 75 ans et plus. Au niveau des forces de cette étude, c'est que les études sélectionnées avaient un haut niveau de preuve et étaient dans des revues avec des impact factors, que le nombre de patients total inclus dans les études sélectionnées était de 13 904 sujets âgés, donc ça représente une belle population, que le modèle de soins extrait des résultats correspond aux recommandations de l'HAS, mais aussi aux données de la littérature. Et on peut dire du coup que le dépistage et le suivi de la fragilité est possible par un infirmier en pratique avancée. Alors, il nous reste bien entendu des interrogations. À quel suivi, quelle fréquence? Est-ce la même intervention en fonction du profil patient? Quel serait le coût de cette intervention? On peut se questionner aussi au niveau éthique, le fait d'avoir un suivi rapproché, d'avoir une évaluation gériatrique standardisée qui dure bien souvent 1h30 à 2 heures. Est-ce que ça serait bien accepté par le patient? J'ai été aussi étonnée de ne pas retrouver le phénotype de fragilité selon Fried. Vous vous souvenez, tout à l'heure, c'était le phénotype de fragilité physique qui est beaucoup retrouvé dans la littérature, mais que moi, je n'ai pas trop retrouvé dans mes études. Cela peut peut-être s'expliquer par la prise en soins holistique de l'infirmier en pratique avancée et donc qui est multidomaine. Il n'y a pas de dépistage des fragilités par un infirmier. Il y a bien, un dépistage des fragilités par l'infirmier en pratique avancée, mais il n'y a pas de consensus sur le repérage et l'évaluation. C'était assez éclectique en fonction des études. Et
ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a un programme, le programme ICOP de l'Organisation mondiale de la santé, qui est déjà implanté en Occitanie et qui est en train de s'implanter au niveau national, qui répond en fait au modèle de soins des résultats que j'ai retrouvé dans la littérature. Il faudrait peut-être y ajouter quelques échelles de dépistage, mais on pourrait tout à fait s'en inspirer pour nous, les infirmières de pratique avancée, pour repérer, dépister cette fragilité. Je vous ai mis le programme juste pour avoir une idée. Donc, il y a un questionnaire qui est fait de 10 minutes à l'aide d'une application. C'est soit un auto-questionnaire, soit ça peut être fait par un professionnel. Ils vont en fait repérer des fragilités sur 6 critères intrinsèques qui sont la cognition, la mobilité, la nutrition, l'audition, la vision et la thymie. S'il y a une fragilité qui est repérée, à ce moment-là, il y a une évaluation qui est réalisée. Ça correspond en fait à l'évaluation gériatrique standardisée dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a un plan personnalisé qui est fait avec un fléchage du parcours de soins et de suivi. Donc, en fait, ce programme ICOP pourrait tout à fait, enfin, les infirmières en pratique avancée pourraient tout à fait s'en saisir. Au niveau de ma conclusion, les forces de la revue de littérature, c'est à ma connaissance la première revue dans le domaine fragilité infirmier en pratique avancée. Moi, elle m'a aidée à la prise de poste dans ce domaine, dans le domaine de la fragilité. Au niveau des perspectives, je pense qu'il serait intéressant de démontrer l'efficience de l'infirmière en pratique avancée en France dans le domaine de la fragilité. Et pourquoi pas, vous avez bien compris, s'inspirer du modèle de soins retrouvé dans la littérature et du programme ICOP qui est en cours d'implémentation. Et je pense qu'il serait aussi intéressant en fait d'avoir une étude sur une pathologie chronique ciblée, comme l'insuffisance cardiaque ou les troubles neurocognitifs, de repérer, dépister les fragilités et ainsi réaliser un suivi par l'IPA. Je pense que ça pourrait être intéressant. Voilà. Voici ma bibliographie. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Christelle. Bon, c'était super intéressant, mais moi, je suis pas tout à fait impartial. Et puis, bon, je connais un petit peu ton sujet. Je trouve que ce qui est chouette, mais Sophie le dira peut-être mieux que moi, c'est qu'on voit que même avec, avec des revues de littérature, on arrive à avoir des choses très concrètes pour la pratique et qu'on peut complètement transposer des choses, développer des choses. Et en effet, il faudra publier tout ça par la suite. Ça serait bien. Mais oui. Il y a une question Oui. dans le chat sur... Ah, mais tu allais le faire, Sophie, vas-y. Non, pas du tout. J'allais te laisser prendre la main sur les questions du chat. C'était oui, je voulais aussi remercier Christelle parce qu'en fait, là, à travers son exemple, elle montre à la fois les compétences acquises en termes de recherche et c'est directement en lien avec sa pratique aussi. Elle se projette dans l'exercice clinique ou professionnel de l'IPA. Donc là, c'est vraiment un bel exemple voilà, où on combine, où on voit tout l'intérêt aussi de la recherche pour cette profession. Donc, je vais te laisser reprendre le chat. Après, j'avais une petite question de méthodo, mais il y a priorité aux questions du chat. La première question était surtout sur quel mot-clé tu as utilisé pour retrouver le rôle des IPA dans les articles. Alors, j'avais pris Nurse Practitioner et Advanced Practice Nursing, je crois que c'était ça. Dans ma méthode PICO, j'avais mis, attendez, je vais vérifier, ça sera en temps réel. Alors, j'avais mis... Oui, c'est ça. J'avais mis Advanced Practice Nursing et Nurse Practitioners, c'est ça, oui.
Ok, super. Bon, en effet, ça semble être des bons mots-clés, a priori, pour la pratique avancée. Sophie, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Donc, si tu veux poser ta question, je pense que la route est libre. Oui, là, je pense pour préciser la question par rapport aux mots-clés, c'est peut-être plus que l'IPA, c'était le rôle de l'IPA, mais moi j'aurais tendance à répondre que quand on met les mots-clés qui correspondent au PICO, l'intervention ou le rôle de l'IPA, vous allez le regarder à travers la lecture des résumés ou quoi pour voir si ça correspond à ce que vous cherchiez ou pas. Et vous n'avez pas nécessairement mis un mot-clé pour l'intervention de l'IPA. C'est juste Oui, si c'est ça. j'essaie de traduire peut-être derrière ce que la personne voulait poser. Oui, en fait, j'avais essayé de bien définir ma population en amont aussi pour effectivement que les résultats qui ressortent soient pertinents et on voit quand même que même avec des beaux mots-clés, eh ben, il y avait pas mal d'articles dans la littérature. C'est vrai que la fragilité, c'est tendance entre guillemets, mais voilà, il y a beaucoup d'articles qui sortent à l'heure actuelle et je pense qu'il ne faut pas qu'on hésite à s'en saisir en tant qu'infirmière en pratique avancée, mais même infirmière tout court. Je passe d'abord ma petite question méthodo et après j'ai vu, Ah, Jean, qu'il y avait une autre question dans le chat. C'est pas purement méthodo, c'est juste, vous avez parlé du logiciel Ryan. oui. Donc, si c'est ça, moi, je connaissais pas, donc ça a l'air très intéressant. Oui, alors, en fait, c'est vraiment, alors c'est grâce à Jean aussi qui nous a formés au logiciel. Et à Noémie, en fait, c'est un logiciel où on peut extraire les bases de données. Par exemple, on va interroger PubMed, on va pouvoir extraire tous les articles qui sont ressortis de notre équation de recherche. Ça le bascule directement sur Ryan. Et après, donc on fait à chaque fois ça pour chaque base de données et ça nous identifie directement tous les doublons. Donc c'est vraiment un gain de temps. Et après, on a la possibilité en fait de faire un tri en aveugle avec une autre personne. Donc ça, c'est super parce que ça donne une fiabilité en fait à notre recherche. Et en plus, on s'était amusé avec l'assistant de recherche clinique formé à la fragilité à faire comme un pré-test avec 20 articles pour voir la fiabilité de nos critères d'inclusion et de non-inclusion. Et puis, on avait levé l'aveugle, regardé si ça correspondait à ce qu'on cherchait et si les critères étaient applicables. Et puis après, on s'est remis en aveugle et on a trié l'ensemble des articles. Et finalement, même si on trie en aveugle, on n'a pas eu tant de discussions après sur les articles. Donc, on voit bien que les critères d'inclusion et de non-inclusion, je pense, étaient bien ciblés. Bon, merci. Peut-être qu'on pourra prévoir un point méthodo là-dessus. On avait déjà fait un petit webinaire revue littérature, mais là, un truc avec le logiciel, un truc un petit peu pratique, ce serait peut-être pas mal. Pourquoi pas, en effet, je pense que c'est intéressant. Ouais. Les deux questions qui sont arrivées entre-temps, c'est est-ce qu'il existe des IPA en EHPAD? Et après, Oui. quelque chose de plus de l'ordre sur l'observance du plan de soins personnalisé dans ces études. Alors, pour la première question, est-ce qu'il y a des IPA dans les EHPAD? Ben oui, il y a des IPA dans les EHPAD. Nous, à Limoges, dans notre promotion de tête, je dirais qu'il y avait sur une vingtaine de personnes, il y avait 2-3 infirmières qui étaient qui étaient destinées à revenir dans leurs EHPAD, donc oui. Et pour la deuxième question, concernant l'acceptabilité de l'évaluation du plan personnalisé de santé, etc. J'avais retrouvé dans la littérature une étude, alors je crois que c'est Berglund de tête, mais je me trompe peut-être, qui disait qu'effectivement, il y avait, en fait, c'était un programme où ils avaient fait une étude qualitative en interrogeant les patients justement sur l'acceptabilité d'un tel programme et c'était plutôt ressorti positif. Donc je pense que l'acceptabilité, en tout cas dans cette étude-là, était bonne. Après, dans les autres études, ça n'a pas forcément été démontré.
Super, merci Christelle. Une question aussi très importante, je pense. Enfin, je suppose que tu as déjà réfléchi à cette question. Faut-il créer un nouveau domaine pour l'IPA autour de la personne âgée? Alors là, c'est la question colle. Mais je sais pas trop. Est-ce qu'il faut... Alors certes, la personne âgée, il y a une prise en charge spécifique, on le voit très bien pour la fragilité, mais même au niveau thérapeutique, hein, je pense qu'il y a des choses qui sont spécifiques à la personne âgée, à sa prise en soin. Après, je trouve qu'il est intéressant quand même d'avoir la mention pathologie chronique et d'avoir cette expertise dans ces pathologies ciblées que ça soit si poussé, parce que finalement, nos personnes âgées, elles sont polypathologiques. Et on soigne toutes ces polypathologies. Alors pourquoi pas rajouter un module, je sais pas, mais la SFGG, la Société française de gérontologie, avait dit qu'il serait souhaitable d'avoir une mention. Pourquoi pas? Parce qu'il y a une spécificité. Après, je botte en touche, je sais pas trop, mais il est nécessaire, en tout cas, avec la mention pathologie chronique stabilisée, de rajouter des compétences, ça c'est certain, à la prise en soin de la personne âgée. C'est vrai que c'était pas une question facile quand même, mais j'en ai bien sorti. Écoutez, alors... Et du coup, est-ce que l'expertise IPA, elle doit être approfondie? Comment ça, l'expertise IPA? En fait, hein, tu as dit, je pense, qu'il faudrait peut-être des IPA, mais en fait, c'est surtout qu'il faut une spécialisation ou peut-être plus derrière. Pour les pathologies. en gériatrie? Ouais. Oui, enfin, après, là, on le voit bien, hein, l'Organisation de la mondiale de la santé définit en fait la personne âgée à partir de 60 ans. Donc, dans toutes les spécialités, je vous mets au défi, en fait, enfin, il y a beaucoup de personnes âgées finalement, de personnes de plus de 60 ans. Donc, oui, il faudrait peut-être rajouter un module à la prise en soin pour le grand âge ou oui. Je sais pas trop quoi vous répondre. Merci en tout cas, Christine. Je pense que tu as répondu, hein, c'est assez clair. Là, pour l'instant, on a épuisé les questions du chat. Je pense que nous aussi, enfin, moi de mon côté aussi, je sais pas toi Sophie, peut-être je te laisse le mot de la fin. Est-ce que vous allez publier cette revue de littérature? J'imagine que... Ah, j'aimerais bien la publier. C'est vrai que il faut que je me penche sérieusement sur la question pour pouvoir effectivement commencer à rédiger quelque chose. Ouais. En tout cas, ça me plairait de publier. Après, est-ce que ça serait accepté? On verra, mais oui, j'aimerais bien. La réponse est oui, ce sera publié. Bon, d'accord. Bon, bah, un grand merci à vous, aux trois intervenantes. Alors, c'est vrai qu'on avait quelqu'un dans le domaine mention pathologie chronique stabilisée, 2 en oncologie. On n'a pas eu la psychiatrie et tout, mais c'est vrai que les IPA, c'est une profession récente en France, mais c'est très fertile en termes et de cliniques, d'exercice professionnel et de possibilités de recherche. Donc, on reconduira peut-être des webinaires. Je sais que vous avez vous-même des associations, une revue pour les IPA. Donc là, j'imagine les revues de littérature, elles sont faites sur des expériences faites à l'étranger essentiellement. Et petit à petit, les études relatives à la France vont sortir. Donc, je pense qu'on a encore des belles routes qui s'ouvrent devant nous pour continuer. Un grand merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Je super bien conclu, Sophie. Le prochain. Merci beaucoup. Le prochain webinaire, la date en juin, le 18 juin, 18 juin. Le 18 juin. Et on parlera de la méthodologie SCED, c'est bien ça? Oui, Single Case Experimental Design. Alors, voilà, on peut inclure peu de patients, mais avec des mesures répétées. Donc,
voilà, ça va être là, c'est plus méthodo, moins profession, plus méthodo. En tout cas, merci encore à tous les participants, aux 3 IPA. Et du coup, on vous retrouve sur un prochain webinaire. On en fera certainement un autre sur la pratique avancée infirmière. Je pense qu'il y a encore des sujets, Sophie l'a dit, notamment la santé mentale à aller explorer, peut-être les pathologies rénales, chroniques aussi. Voilà. Bonne fin de journée à tous. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.